Dans les vidéos précédentes, après une introduction au cycle du carbone et des généralités sur les réservoirs de carbone dans l'océan, nous avons étudié l'équilibre des carbonates avec le concept d'alcalinité, puis les deux pompes à carbone océaniques que sont la pompe de solubilité et la pompe biologique. Nous terminerons dans cette étude du cycle océanique du carbone par les caractéristiques de la contre-pompe des carbonates, à l'issue de laquelle nous expliquerons, grâce à une figure de synthèse, comment ces différents processus biogéochimiques peuvent se combiner et faire varier les concentrations de carbone dans l'océan, mais aussi la teneur en CO2 atmosphérique. Nous allons donc maintenant voir en détail cette contre-pompe des carbonates et les effets que va avoir la précipitation de carbonate de calcium dans l'océan, que ce soit sous forme de microfossiles comme les foraminifères planctoniques ou des squelettes externes d'organismes plus gros comme les coraux ou les bivalves. Reprenons les équations de l'équilibre des carbonates dans l'océan et des échanges avec l'atmosphère. De manière intuitive, CaCO3 contenant 1 mol de carbone, sa précipitation fonctionne à première vue comme un puits de carbone. Les équilibres chimiques du carbone dans l'océan sont cependant complexes. Réarrangeons certaines de ces équations. On met les deux équations de réaction acido-basique dans l'autre sens de façon à avoir l'ion bicarbonate HCO3- à gauche de la réaction. Puis, on somme ces deux équations et on obtient cette réaction-ci. 2 mols d'ion bicarbonate HCO3- qui donne 1 mol d'ion carbonate CO3- plus 1 mol d'eau et 1 mol de CO2 dissous. Cette nouvelle réaction va nous servir à identifier une conséquence de la calcification sur le CO2. En effet, la calcification consiste à précipiter du carbonate de calcium à partir d'un ion carbonate et d'un ion calcium. Ainsi, si un carbonate est incorporé pour former CaCO3, sa concentration dissoute diminue et cela va déplacer l'équilibre de l'équation précédente vers la droite. Ainsi, 1 mol de CO2 va être émise pour établir cet équilibre. On peut maintenant sommer ces deux équations et nous obtenons ici l'équation bilan de l'équilibre des carbonates qui montre donc de façon simplifiée que si la formation de CaCO3 stocke 1 mol de carbone sous forme de biominéral calcaire, elle libère aussi 1 mol de CO2. On voit également que cette précipitation a aussi pour conséquence de diminuer de 2 mols l'alcalinité totale. En effet, puisqu'un cation conservatif doublement chargé, Ca2+, est consommé, si on prend la définition physique de l'alcalinité, ou si l'on prend la définition chimique, on voit bien que l'on consomme 2 mols de la base faible, qui est l'ion bicarbonate. Toutefois, comme il y a une succession d'équilibres chimiques interconnectés et une capacité de l'eau de mer à tamponner les changements de pH, dans la réalité, la quantité de CO2 relâchée par mol de CaCO3 précipité est inférieure ou égale à 1. On note psi, ce rapport du nombre de mols de CO2 émis divisé par le nombre de mols de CaCO3 précipité. Ce rapport est contrôlé par les concentrations des différentes espèces chimiques de l'équilibre des carbonates, mais aussi par la température et la salinité. Il varie donc aussi avec la profondeur. Dans l'océan actuel, il est en moyenne égal à 0,66 selon l'étude de Smith et Mackenzie faite en 2016, avec en surface des variations allant de 0,56 au tropique à 0,80 aux hautes latitudes. Ce rapport est inférieur à 1, cela veut dire que la calcification domine sur l'émission de CO2 qui en résulte. La calcification est donc bien un puits net de carbone, mais il s'agit d'un puits qui est relativement peu efficace. C'est pourquoi ces mêmes auteurs estiment que le flux de CO2 associé à la précipitation de CaCO3 dans l'océan mondial correspond à un flux net de carbone de l'atmosphère vers l'océan de 0,08 milliards de tonnes de carbone par an. Ceci est une estimation valable pour la période pré-industrielle, basée sur une échelle de temps qui s'étend du siècle au millénaire. Elle ne prend donc pas en compte des changements éventuels récents d'origine anthropique.
Il s'agit donc d'un flux relativement petit par rapport aux différents flux d'échange que nous avons déjà vus, comme les deux pompes à carbone, ou les flux de carbone échangés avec l'atmosphère, ou entre l'océan de surface et l'océan intérieur, qui sont beaucoup plus élevés. Cependant, si cette contre-pompe des carbonates représente un flux relativement mineur, on connaît mal comment celui-ci va évoluer dans le futur du fait de l'acidification des océans que nous verrons dans la section sur l'Anthropocène. Remarquez aussi qu'en regardant cette équation bilan dans le sens de la dissolution du calcaire, du carbonate de calcium, on consomme donc du CO2. Cela montre que sur les continents, l'altération des roches calcaires, qui se fait au travers de leur interaction avec le CO2 et H2O, avec l'eau, consomme du CO2, comme on le verra dans la sous-section sur le cycle du carbone à l'échelle géologique. Les points importants à retenir sur la contre-pompe des carbonates sont donc les suivants. La calcification produit aussi du CO2, d'où son nom de contre-pompe. Elle représente toutefois bien un puits naturel de carbone dans l'océan, mais qui est relativement faible, 0,08 milliards de tonnes de carbone par an. L'efficacité du puits de carbone liée à cette calcification, que quantifie le paramètre ψ, varie régionalement et en fonction de la profondeur. On connaît encore mal cette variabilité et son évolution future dans un contexte de changement climatique et d'autres pressions anthropiques. Nous avons parcouru les principaux processus contrôlant le cycle du carbone dans l'océan. Nous allons terminer par cette figure de synthèse. Elle nous montre trois paramètres. L'alcalinité de l'océan, AT, qui est montré ici en abscisse, la teneur en carbone inorganique dissous, le DIC qui est en ordonnée, et la teneur en PCO2 de l'océan qui est ici représentée par les isolignes grises. Nous allons illustrer comment les différents processus vus dans les vidéos précédentes impactent ces différents paramètres. Pour cela, partons d'une eau de mer de surface typique, à savoir à 400 microatmosphères de PCO2, c'est-à-dire représentative d'une eau en équilibre selon la loi de Henry, avec une atmosphère à 400 ppmv, comme c'était le cas en 2017. Nous avons une alcalinité de 2370 micromoles par kilo et une concentration en DIC de près de 2100 micromoles par kilo, ce qui correspond à une eau de surface type à 20 degrés de température et à une salinité de 34,5. Les changements de température modulent la solubilité d'un gaz dans un liquide et donc contrôlent les échanges entre l'océan et l'atmosphère en modifiant la quantité de CO2 et de DIC sans changement d'alcalinité. On se déplace donc selon l'axe vertical ici. L'évaporation ou les précipitations d'eau douce causent respectivement une augmentation ou une dilution de l'alcalinité et du DIC en ne modifiant que très légèrement la PCO2, d'où une trajectoire presque parallèle aux isolignes de CO2. On voit tout de même que l'augmentation de l'alcalinité par évaporation entraîne une légère augmentation de la pression partielle de CO2. La formation de matière organique, principalement par photosynthèse, consomme du DIC, diminuant la PCO2 et consomme aussi des nitrates, ce qui entraîne une légère augmentation de l'alcalinité qui contribue aussi à la baisse de CO2. On suppose ici que les nitrates sont la source principale d'azote et sont consommés avec un rapport NP de 16. Inversement, la reminéralisation de la matière organique par la respiration entraîne les changements inverses, c'est-à-dire une augmentation de DIC, une augmentation de PCO2 et une légère diminution de l'alcalinité du fait de la restitution des nitrates. Enfin, la calcification, comme on vient de le voir à l'instant avec la contre-pompe des carbonates, entraîne une baisse de DIC et d'alcalinité, mais comme cette dernière diminue de 2 moles pour 1 mol de DIC, c'est la baisse de l'alcalinité qui va dominer. Ceci entraîne une légère augmentation de PCO2, même si le DIC est consommé. On terminera par relever que les organismes photosynthétiques calcifiants, tels que les coccolithophoridés par exemple, impactent les paramètres de l'équilibre des carbonates, DIC, alcalinité et PCO2 de deux façons différentes. Via la photosynthèse, qui va suivre cette droite, et via la calcification, qui va suivre l'autre droite montrée sur la figure. Les points
qui sont ici représentés résultent d'un bloom de Coccolithophoridés, Emiliana Huxley dans l'Atlantique Nord au printemps, et on voit bien que les données sont la résultante de ces deux processus de calcification et de photosynthèse qui se déroulent en même temps. Tout ceci montre donc la complexité et les interactions entre différents processus physiques, chimiques et biologiques dans le cycle du carbone et leur lien avec l'atmosphère. Dans la section Anthropocène, nous regarderons comment les différentes pressions anthropiques peuvent affecter ces processus et surtout les incertitudes qu'il reste actuellement.